Ici Jean-Frédéric Légaré-Tremblay. Bienvenue à Planète Terre. Aujourd'hui à l'émission, la République centrafricaine est-elle prise dans la spirale de la violence? Espionnage, Edward Snowden est-il traître ou héros? Et enfin, nos invités rappelleront quelques faits et anecdotes sur la vie de Nelson Mandela. On a parlé de situations pré-génocidaires, de tensions interconfessionnelles, de régionalisation du conflit et même de risque d'infiltration des islamistes. La République centrafricaine sort brutalement de l'oubli en évoquant simultanément plusieurs mots qui ont affligé d'autres pays d'Afrique. Le pays est en proie au chaos depuis que les groupes rebelles ont renversé en mars dernier le président François Bozizé. Au cours des 4 derniers jours seulement, 400 morts au pays, un demi-million au total de personnes déplacées. Et après le Mali en janvier dernier, la France vient tout juste de déployer 1600 militaires sur le terrain, aux côtés des 6000 soldats de l'Union africaine. Pour parler du sujet, aujourd'hui, j'ai avec moi Jocelyn Coulon, qui est directeur du réseau de recherche sur les opérations de paix. Bonjour, Jocelyn. Bonjour. Et Samuel Tanner, professeur de criminologie. Bonjour, Samuel. Bonjour. Alors, Jocelyn, pour la France, est-ce qu'on peut parler d'un nouveau Mali? Pourquoi la France intervient-elle? Alors, c'est un nouveau Mali parce qu'il y a urgence, n'est-ce pas? Il y a des tueries, il y a eu cette offensive, évidemment, sur Bangui en mars dernier, qui a déstabilisé le pouvoir en place et qui a, d'une certaine façon, replongé le pays dans le chaos. Et la France, c'est la puissance coloniale, donc elle connaît bien cet endroit et c'est la seule grande puissance qui veut et qui a les moyens d'intervenir en République centrafricaine. Il faut quand même rappeler que la République centrafricaine est un pays qui va mal depuis sa naissance en 1960, mais que les véritables troubles ont commencé dans les années 90 et n'ont jamais cessé depuis 20 ans. Donc, ce n'est pas récent du tout. Non, absolument pas. Ce à quoi on assiste actuellement, c'est à une énième révolte en Centrafrique. Et en même temps, si je comprends bien l'histoire, si je lis bien l'histoire, toutes les missions de paix qui ont eu lieu là, les interventions militaires, ont échoué à pacifier le pays, à calmer le chaos, finalement. Alors, ce qui arrive dès 1996-97, après les premières révoltes militaires contre le gouvernement centrafricain, c'est qu'il y a une coalition de pays africains, de la région, des pays francophones, bien entendu, qui sont soutenus par la France et qui décident d'aller aider le gouvernement du président Patassé à l'époque à rétablir l'ordre. Et à partir de cette mission de 1997, vous en avez eu une dizaine qui se sont succédés jusqu'à aujourd'hui, mais qui malheureusement avaient tout le temps des mandats extrêmement limités. Par exemple, protéger Bangui, la capitale, protéger le président, tenter de désarmer des milices, mais jamais ces opérations de paix avaient un mandat sur l'ensemble du territoire et surtout un mandat de reconstruction. Ce qui faisait en sorte que lorsqu'elle se retirait au bout de 6 mois, au bout d'un an et demi, tout était à refaire. Par exemple, dans le cas du désarmement, les milices et les miliciens remettaient leurs armes, mais il n'y avait pas de processus de réintégration dans la société. Donc, les miliciens se retrouvant devant rien, retournaient à la solde d'un seigneur de la guerre qui les payait grassement parce que, finalement, la problématique en Centrafrique, c'est la lutte pour le pouvoir depuis 20 ans entre différentes factions. Oui, on pourrait y revenir, mais il y a des mots forts qui ont été prononcés. C'est le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, qui disait, il y a à peu près 2 semaines, il parlait de situation pré-génocidaire qui pouvait rappeler le Rwanda. Ce n'est pas rien. Qu'est-ce qu'on doit penser de ça, selon vous, Samuel? Bien, déjà, la notion de génocide est une notion extrêmement forte. Rappelons peut-être déjà, pour nous rafraîchir la mémoire, que le génocide est une intention de détruire en tout ou en partie un groupe en vertu de sa race, de sa culture, de sa religion ou de son ethnicité. Je pense que ceci reste encore à être documenté dans le cas de la Centrafrique, selon ces termes-là. Bien entendu, ça n'enlève pas du tout la violence qui a été faite, mais l'idée de génocide est aussi une notion politique qui oblige la communauté internationale à intervenir. Contrairement à la situation du Rwanda, en fait, justement, parlons-en de l'intervention. Dans ce cas,
il me semble difficile, en fait, et le futur le dira, bien entendu, personne ne le souhaite, que la situation dégénère en génocide du fait même de la présence de la mission des Nations Unies ainsi que de l'opération Sangaris de l'armée française. Oui, mais il y a quand même une nouveauté, je crois, dans le cas de la République centrafricaine, c'est justement cet affrontement, ces violences qui prennent forme autour de groupes spécifiques, Jocelyn, n'est-ce pas? Oui, ce à quoi on assiste actuellement et qui était étranger aux violences passées, c'est cet affrontement entre des musulmans et des chrétiens. La rébellion de la Séléka, celle qui a pris le pouvoir en Centrafrique en mars dernier, est majoritairement composée de musulmans, dont la plupart viennent d'ailleurs du Tchad et du Soudan. Pays voisins. Des pays voisins qui sont toujours intervenus en Centrafrique depuis l'indépendance en 1960. Donc, on a documenté des cas où ces rebelles, ces milices de la Séléka, donc de confession musulmane, ont effectivement attaqué et tué des chrétiens, tout en laissant les musulmans qui étaient dans le même village, en ne les touchant pas, finalement. Et donc, un fossé, une ligne qui se Alors, il y avait dessine. une ligne qui se dessinait dans certains villages, ce qui a amené des milices chrétiennes à attaquer des musulmans. Moi, je pense qu'il est trop tôt actuellement pour dire que le marqueur principal de ces affrontements, c'est la religion. Parce que ce n'est pas l'histoire de la Centrafrique. C'est tout nouveau. Bien au contraire, c'est tout nouveau. La Centrafrique est à 80% chrétienne. Il y a une minorité musulmane qui est dans le nord du pays, à la frontière du Tchad, qui a toujours été délaissée, c'est vrai, par le pouvoir central. Alors, je pense que c'est trop tôt pour parler d'affrontements religieux en Centrafrique. D'accord. Vous avez touché à la question de l'influence des pays voisins. Il y a Tchad, Congo, il y a même le Soudan, vous en avez parlé. Jusqu'à quel point ces pays-là peuvent nuire ou alimenter la crise en Centrafrique? En fait, ils ont toujours nui à la stabilité de la République centrafricaine, en particulier le Tchad, qui est toujours intervenu en République centrafricaine pour arbitrer les querelles de pouvoir. À peu près tous les 10 ans, finalement, c'est le président du Tchad qui faisait et défaisait le président centrafricain. Et celui-ci, selon ses intérêts. Selon ses intérêts. De manière pas très bienveillante, disons. Et souvent, le futur président était installé au Tchad et attendait évidemment le feu vert du Tchad pour prendre le pouvoir à Bangui. Il y a la question aussi de, qui parle de vide sécuritaire ou de chaos, parle d'infiltration d'éléments criminels ou d'éléments islamistes, radicaux. Ça aussi, ça a été évoqué. Est-ce qu'on peut craindre, est-ce que c'est un scénario plausible dans le cas de la Centrafrique? Oui, parce que les frontières sont extrêmement poreuses. La République centrafricaine est entourée du Sud-Soudan, du Tchad, de la République démocratique du Congo, des milices qui appartiennent ou qui sont influencées par Jean-Pierre Bemba, qui est aujourd'hui à la Cour pénale internationale, sont toujours très actives dans cette région. Et il y a même un phénomène nouveau depuis 2 ans, c'est la fameuse armée du Seigneur. Vous savez, ce groupe rebelle ougandais qui massacre femmes et enfants et qui a pris pied dans l'est de la République centrafricaine, qui ne cause pas de dommages particuliers à la population parce que c'est une région qui n'est pas très peuplée, mais c'est pour vous dire comment le territoire n'est pas contrôlé par l'État centrafricain. Il y a un vide sécuritaire. Tout le monde dit que l'État centrafricain, c'est quoi? C'est un président, des ministres, des voitures, un drapeau, et c'est à peu près ça, l'État centrafricain. Je caricature, mais c'est pas loin de ça. Samuel, sur cette question-là? Oui, sur la question des milices, qu'on peut observer dans le contexte de conflits armés contemporains ou de guerres civiles, c'est qu'il s'agit généralement de groupes qui agissent, on pourrait dire, à l'interface d'une haute criminalité, c'est-à-dire crimes contre l'humanité, crimes de guerre, et d'une basse criminalité relative plus communément au trafic de drogue, au trafic d'êtres humains, etc. Or, les milices, et on l'a vu encore aujourd'hui dans la presse, les Français arrivent et apparemment les miliciens ont disparu. On apprend qu'ils ont enlevé leur treillis, qu'ils ont déposé
leur fusil pour peut-être garder leur revolver, on pourrait dire. Oui. Et ces miliciens-là sont peu inquiétés du fait qu'ils sont insérés dans des réseaux extrêmement denses en fait, de trafic et d'exploitation de ressources locales, y compris humaines aussi. Oui. D'accord. Et pour terminer, Jocelyn, justement, vous avez parlé de la mission actuelle versus les précédentes qui ont échoué. Oui. Est-ce qu'on a des conditions qui sont meilleures, qui sont mieux réunies cette fois-ci pour solutionner ou du moins empêcher? Écoutez, moi j'étais à Bangui, à Bangui il y a un mois. J'ai rencontré les équipes de planification de l'Union africaine et de l'ONU. Il y a déjà des disputes entre les deux organisations, à savoir qui va dominer la prochaine opération de paix. Je crois que ce que vient de dire Samuel pose un réel problème, c'est comment identifier ces milices, les désarmer et les réintégrer. Oui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour parler de ça. Jocelyn, on se retrouve à la toute fin de l'émission. Samuel, vous restez avec nous pour le segment sur l'espionnage et Edward Snowden. L'affaire Snowden, qui a éclaté en juin dernier, a remis en question la question de l'espionnage au cœur de l'actualité et des débats. Qui est Edward Snowden? Pour rappel, c'est cet employé de l'agence du renseignement de la NSA, l'agence américaine, qui a appris au Guardian et au Washington Post que le gouvernement américain surveillait les communications électroniques de ses citoyens, mais également des représentants et même des dirigeants étrangers. En faisant ça, il devenait l'auteur de la plus grande fuite de l'histoire du renseignement américain. La justice américaine l'a inculpé pour son geste illégal, mais il se terre depuis le mois d'août en Russie, qui lui a accordé l'asile temporaire. Et on n'a pas fini d'en entendre parler puisqu'on vient d'apprendre que seulement 1% des documents qu'il a livrés aux médias en question ont été révélés, ont été divulgués par ces médias-là. Donc, pour en discuter aujourd'hui, j'ai avec moi Philippe Fauché, professeur au département de sciences politiques. Bonjour. Et Samuel, de retour avec nous. Première question, Philippe. Point d'information, qu'est-ce que la NSA exactement? La NSA, c'est National Security Agency. Ça regroupe une quinzaine d'agences et c'est relié aux forces armées. C'est-à-dire ce n'est pas la CIA, ce n'est pas le FBI, et a été créé dans sa première forme en 1952, suite à la guerre de Corée. Et donc, c'est un instrument de la guerre froide. Et plus récemment, avec le développement des communications, de l'Internet, du cellulaire, etc., il y a eu un développement important, voire très important, de la surveillance électronique. Et la NSA, on a tendance à penser, ou dans le premier temps, on s'intéresse au contenu. C'est-à-dire, si dans un même message, il y a bombe, président, une lumière s'allume quelque part, on le suppose. En fait, non, c'est pas tout à fait ça qui se passe. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'on fonctionne par réseau. On va chercher qui parle à qui. Et on applique, on essaie de faire des liens et on applique. Pour une fois, la sociologie sert à quelque chose, il faut le mentionner. On fait les degrés de séparation. Et donc, la NSA fonde son analyse là-dessus, c'est-à-dire que quelqu'un connaît quelqu'un, et ces gens-là se parlent entre eux et forment des réseaux en supposant que les actes terroristes sont l'objet de cellules. Oui. D'où le problème particulier des lone wolves, des loups solitaires, qui, eux, sont des vrais problèmes autres. Oui. Donc, maintenant, si on en vient au cœur du sujet, la question éthique ou la question politique même qu'on doit et peut se poser, en révélant ces programmes-là, en révélant tout ce dont on vient de parler, est-ce que Snowden, pour faire ça, est un traître ou un héros? Samuel? Mais je pense qu'il est nécessaire de donner quelques éléments de contextualisation. Alors, c'est sûr que l'idée qui est là derrière est la question de la délation, en fait. Oui. Alors, la délation est une forme de dénonciation qui obéit généralement à des motivations méprisables. Or, c'est assez intéressant parce que quand on réfléchit un peu sur le terme et qu'on remonte son histoire, on se rend compte que la délation évoque aussi la notion de chroniquer des événements. Alors, de chroniquer des événements, vous voulez dire? De chroniquer des événements, c'est-à-dire tout simplement, comme on tient un agenda, comme on tient un carnet intime, on note ce qui se passe dans nos vies, dans notre entourage, dans notre environnement. Alors, la délation n'est pas que du seul ressort du délateur. On pense à la victime ou aux témoins aussi, qui peuvent être auteurs de pratiques de délation.
Mais ce qui distingue le délateur, dans la plupart des cas, c'est que finalement, il est complice de ce dont il dénonce les actions, finalement. Hein. Snowden travaillait aussi, lui, à la National Security Agency. Et c'est à cet égard que son geste est souvent perçu comme une traîtrise, en fait. Il s'agit donc d'une délation d'initié, si on veut. Mais contrairement à d'autres figures de la délation, et là je me réfère plutôt à la criminalité, hein, au crime, où on parle de témoins protégés, de sources ou d'indices, etc. Le lanceur d'alerte, lui, ne perd jamais de façon anonyme, ou très peu en fait, dénonce des pratiques davantage qu'il met des gens en fait en accusation. Bref, il se distingue à plusieurs égards en fait. Un autre élément peut-être de contextualisation est que la délation se perd dans deux champs. Premièrement, le champ où la délinquance est la moins visible. Alors effectivement, hein, la National Security Agency est pour le moins une des agences les plus secrètes, mais aussi le champ où il est le plus difficile de faire condamner en fait des individus. Donc, ce qui est assez intéressant en fait par rapport à Snowden, et je terminerai là-dessus, c'est que je pense qu'il est important de recadrer la question traître ou héros, sans pour autant affirmer que le corbeau s'est transformé en hirondelle qui annonce le printemps. Je pense cependant qu'à travers l'action de Snowden, on a au moins déclaré un débat public en fait. Et à cet égard, je pense que Snowden a... Vous n'êtes pas prêt à le mettre nécessairement dans la case héros ou... Écoutez, moi je pense que si les pratiques qu'il révèle avaient une certaine utilité dans la sécurité des citoyens américains ou mondiaux, là on pourrait éventuellement se douter des motivations de Snowden. Or, il faut bien voir que ce n'est pas ces pratiques-là qui ont empêché les attentats du 11 septembre, ni ceux plus proches de nous, de Boston, hein, parce que juste pour la petite histoire, un des auteurs des attentats de Boston, Tamerlan Tsarnaev, avait été signalé par les services secrets russes aux Américains, mais pour une simple erreur d'orthographe dans le nom, celui-ci n'avait jamais été, n'apparaissait jamais dans les écrans et dans les radars des agences de sécurité. D'accord. Philippe, traître ou héros? Il est heureux qu'une simple erreur d'orthographe a permis à quelqu'un qui n'avait rien à voir d'être épargné, et donc ces gens-là sont sérieux. J'aurais tendance à dire que c'est un traître, parce que quand on travaille pour la NSA ou pour la CIA, ce que Snowden a fait, à quoi on s'attend? On s'attend essentiellement à rentrer dans des systèmes un peu obscurs qui sont ceux de l'espionnage. Deuxièmement, secret. D'autant plus que je suppose que ce monsieur doit avoir passé des tests et détenir des certificats de sécurité qui l'amènent en contact avec des documents considérés comme étant secrets, ultra secrets, bref, il y a différents niveaux. Et dans ce sens-là, qu'il repousse tout ça en disant mon action est motivée par le fait que je veux essentiellement empêcher le gouvernement américain de détruire la vie privée et les libertés de base de ses citoyens. Il aurait pu y penser avant. Et dans ce sens-là, j'ai un peu de mal avec tout d'un coup ce chevalier qui sort de l'enfer. Donc cette idée-là, les citoyens qui le voient comme un héros de la transparence et donc un champion de la démocratie, vous remettez ça en question? J'ai un petit peu de mal parce que l'idée, c'est que c'est sûr que la NSA utilise, voire abuse de son mandat qui consiste à assurer la protection des individus et, si possible, prévenir des attaques terroristes. Est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? On ne le saura jamais, dans la mesure où le grand problème, c'est que les attaques terroristes qui nous sont épargnées, qui n'ont pas lieu, on ne le sait pas. On ne sait que celles qui agissent, ou les arrestations qui sont spectaculaires. Donc, l'efficacité de tout cette histoire-là ne marche pas. Ce qu'on sait, par exemple, c'est qu'il y a des tonnes d'informations qui sont recueillies. Autre phénomène étonnant, c'est que de toutes ces tonnes d'informations que ces gens-là rendent publiques, on n'apprend pas grand-chose. On a beau faire du suspense, on a beau dire « il n'y a qu'1%, attendez de voir le reste »,
D'après moi, on va savoir l'adresse du restaurant préféré d'Angela Merkel, et ça va être tout. Mais quand même, ce point d'interrogation-là sur l'efficacité ou non de ces programmes de renseignement-là, est-ce que c'est un blanc-seing aux agences de renseignement? Est-ce que ça veut dire qu'elles doivent poursuivre et continuer, jusqu'à preuve du contraire, à faire tout ce qu'elles peuvent pour... Il s'agit de baliser ces mandats. Il y a des commissions, des comités qui le feront toujours imparfaitement, parce qu'il y aura toujours la tendance, me semble-t-il, aux agences d'information d'aller plus profondément, et elles vont se dissimuler davantage, essayer de ne pas attirer l'attention. Et le test que M. Snowden a, semble-t-il, raté, les prochains employés ou les actuels employés doivent passer probablement de très nombreux tests pour s'assurer que ça ne se reproduira pas. Oui. Samuel, pour conclure. Je partage l'avis de Philippe sur cette question. Peut-être juste sur l'idée de la surveillance, effectivement, elles collectent énormément de données, ces agences-là. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que ce ne sont pas les seuls. La surveillance est un phénomène bien plus complexe que le simple fait des agences étatiques sur les citoyens. Et on parle de citoyens qui surveillent aussi les agences d'application de la loi, et on parle de citoyens qui se surveillent entre eux, le Facebook stalking, ces genres de questions. Donc je pense qu'il y a aussi quelques nuances à apporter sur le regard que le public peut avoir sur ces agences d'application et de renseignement. D'accord. Merci beaucoup d'avoir été là, et on se retrouve tout de suite après la pause pour parler de Nelson Mandela. Merci. Les leaders du monde entier se rendent en Afrique du Sud pour rendre un dernier hommage à Nelson Mandela, qui est décédé le 5 décembre dernier à l'âge de 95 ans. Ce symbole de la lutte pacifique contre le régime d'apartheid et premier président noir d'Afrique du Sud. Nous, à Planète Terre, on a demandé à nos invités de nous révéler quelques faits et anecdotes sur la vie ou l'œuvre de Nelson Mandela. Je commence avec vous, Jocelyn. Bien, écoutez, je ne sais pas si je peux vous révéler des faits ou des anecdotes, mais ce qui me surprend, ou en tout cas ce que je remarque depuis quelques jours, c'est qu'on revient souvent sur les mots de pardon, réconciliation, main tendue, ce qui caractérise l'action de Mandela. Ça a bien fonctionné pour l'Afrique du Sud, mais c'est drôle, ça ne fonctionne pas ailleurs dans le monde. On regarde le conflit israélo-palestinien, l'Iran, les États-Unis, quoique le dégel commence entre les deux pays. Je regarde le continent africain, je ne vois pas beaucoup de paix, de pardon et de réconciliation dans certaines régions. Alors ça, c'est la première chose qui me surprend. Là. Oui, ça ne fait pas tant tache d'huile que ça, finalement. Non, c'est comme si son héritage était surtout concentré sur la terre d'Afrique du Sud, pour l'instant. Bien. Philippe? Moi, j'ai remarqué qu'on avait tendance à juxtaposer la position canadienne et la position américaine, et généralement de parler de l'alignement inconditionnel et aveugle du Canada. En général. En général. Or, on se rend compte que sur l'apartheid en particulier, et sur Nelson Mandela, on a eu une dissension cordiale et permanente. Depuis 1961, le gouvernement Diefenbaker au Commonwealth a dénoncé l'apartheid. Par la suite, les gouvernements Mulroney, Chrétien, ont tous regretté et souhaité que Nelson Mandela soit libéré, et quand il a été fait même Canadien d'honneur, je pense en 2001. Alors que les Américains ont attendu, si je comprends bien, 2008, pour retirer Mandela de la liste des terroristes. Oui. Et pendant ce temps-là, évidemment, la droite américaine, Reagan et d'autres, dénonçaient le terrorisme et souhaitaient que l'apartheid soit renégocié, mais certainement pas dans les termes que l'ANC proposait. C'est la distinction qui me semble utile à faire. Oui, entre les mouvements conservateurs, les partis entre le Canada et les États-Unis, sur un enjeu qui devrait peut-être nous rapprocher. Il paraît que le pire aux États-Unis, c'était Dick Cheney. Oui, c'est vrai. Dick Cheney était le pire opposant de Mandela aux États-Unis. Donc un défenseur du statu quo. Un défenseur de l'apartheid. Pour lui, c'était un terroriste. Je ne sais pas s'il défendait l'apartheid, mais Mandela était un terroriste. L'apartheid était toujours... On cherchait une solution négociée, on ne la connaissait pas, mais Mandela ne faisait pas partie de la solution. Oui. Samuel. Eh bien, sur une note peut-être plus anecdotique, connaissiez-vous le vrai prénom de Nelson Mandela? Imprononçable. Imprononçable, certes. Rolilala, en fait, Rolilala. Exactement. Oui, qui, en langue
Xhosa signifie fauteur de troubles, Voilà. en fait, ce qui est assez intéressant. oui. Alors, celui qui aimait se faire appeler Madiba, en fait, parce que ça lui rappelait sa communauté tribale, avait été rebaptisé à l'âge de 9 ans par son institutrice britannique du nom de Nelson, qui manifestement, tout comme nous ici, avait beaucoup de mal à l'appeler par son vrai prénom. Et Nelson Mandela ne l'a jamais compris pourquoi. Ah oui. J'ai entendu dire que le nom voulait aussi dire celui qui coupe la branche. Bref, qui abîme l'arbre. Ah, ben voilà. Fauteur de trouble. Et lorsque vous regardez aujourd'hui la situation en Afrique du Sud, comment l'appréciez-vous, comment la jugez-vous, Jocelyn? L'héritage de Nelson Mandela est assez important, surtout sur le point de vue spirituel et politique. Mais quand on regarde la situation sociale et économique, on se rend bien compte que l'Afrique du Sud, d'abord, est un des pays les plus violents au monde et aussi un pays où les disparités sociales et économiques entre les plus riches et les plus pauvres est immense. Alors, véritablement, il y a encore un travail à faire pour que la société sud-africaine ressemble aux rêves de Nelson Mandela. Oui, je crois qu'il y a 25 de chômage chez les jeunes et 55 dans la communauté noire du pays. Philippe? Oui, bien, le leadership de Nelson Mandela s'est arrêté il y a quelque temps. L'ANC a continué sur sa lancée. Elle est encore au gouvernement, au pouvoir. Le problème, c'est que ce n'est pas nécessairement le même parti où la capacité de réforme semble avoir été perdue en chemin. Desmond Tutu, qui était un sympathisant acquis à la cause au moment de la lutte contre l'apartheid, a récemment dit qu'il n'allait pas voter pour l'ANC, qu'il ne pouvait plus voter pour ce pays, ce parti. Et donc, là, il y a un problème de leadership à l'intérieur nécessairement qui a des répercussions sur l'Afrique. Oui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette émission. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez apprécié l'émission également et je vous donne rendez-vous au retour des fêtes sur le Canal Savoir. Merci. Au revoir.